C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir. Bonsoir Roselyne. Alors Emmanuel Macron avait dit il y a quelques années que l'histoire redeviendrait tragique. Dans le fond, il avait raison quand aujourd'hui la guerre est à nos portes. Mais dans un monde tragique s'invite le tragique-comique, rire ou pleurer de voir le président des Républicains, Éric Ciotti, transformé en forcené, claquemuré dans son bureau, comme dans un scénario rocambolesque du cinéaste Albert Dupontel. En attendant, le Rassemblement national se lèche les babines de voir la classe politique exploser autour d'eux. La gauche, elle, tente un accord de raison plus que de passion. Le président de la République, lui, rêve seul sur son nuage à la résurrection d'un électorat endormi dans l'abstention et ensorcelé par les sirènes de l'extrême droite. Il croit seul contre tous à un sursaut alors qu'il est au bord du précipice. Le premier de cordée risque-t-il la chute vertigineuse? On en parle avec Bruno Jeudi. Bonsoir. Bonsoir Rosino. Vous êtes directeur de la Tribune. Oui, content de vous retrouver aussi. Directeur de la Tribune Dimanche. Catherine Tricot, bonsoir. Bonsoir Rosine. Directrice de la revue Regard. Et Carole Barjon, éditorialiste politique. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et on retrouvera Véronique Reissoul pour la politique sur les réseaux. Et une autre séquence où vous allez en voir une sur Éric Ciotti, mais une autre qui vaut son pesant. On a donc retrouvé Éric Ciotti, le patron des Républicains, est retourné dans son bureau ce matin après avoir été exclu par son parti. Alors on va l'écouter. Je suis président du parti. Le coup de force, c'est ceux qui ne respectent pas les statuts. Mais vous avez été exclu hier. Mais il n'y a pas eu de bureau politique hier. C'est une réunion de personnes qui se sont réunies elles-mêmes hors de tout cadre. Et d'ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris, en ce moment même, est saisi par référé pour contester la validité de cette décision qui n'a aucun sens. Ça veut dire quoi, monsieur Ciotti? Juridiquement, aujourd'hui, vous êtes toujours président et vous allez à votre bureau comme si de rien n'était? Mais bien sûr. Jean-Marie, c'est un peu fort Chabrol, c'est surréaliste, non? C'est surréaliste et c'est tragicomique, comme vous le disiez tout à l'heure. On n'imaginait pas qu'on puisse arriver à ce stade. Vraiment, voilà quelqu'un qui, tout seul, vraiment décide de rallier le Rassemblement national et ensuite fait reproche à tous les autres, ceux qui ont des mandats à l'intérieur de son propre parti, de l'exclure et donc de protester contre le fait qu'ils ne sont pas d'accord, de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette décision qui est uniquement personnelle. Donc voilà, on ne sait plus trop quoi penser. Il dit ces gens ont décidé de m'exclure, ils n'avaient pas de cadre. Évidemment, la porte était fermée, donc ils pouvaient difficilement aller là où normalement ils se réunissent. Donc tout ça est assez grotesque et sinistre parce que déjà que la politique se porte assez mal, mais là, je veux dire, on franchit quelques étapes de plus, mais vers le bas. Il espère quoi, Éric Ciotti, Bruno? Parce qu'il a déjeuné avec Jordan Bardella ce midi, donc j'imagine qu'il est en train de négocier. Mais négocier quoi? Il a des troupes D'abord, je pense que c'était pas son premier déjeuner avec Jordan Bardella. Ils ont dû se rencontrer déjà pas mal de fois avant qu'ils prennent cette décision. Oui, mais là, dans le psychodrame... Cette décision. Sur le psychodrame, je pense que Éric Ciotti est maintenant devenu... il est là pour, j'allais dire, semer la zizanie jusqu'au bout et le désordre dans cette formation politique, puisqu'au fond, il est passé dans l'autre camp. Donc son intérêt maintenant, c'est la victoire large et peut-être amener la majorité absolue au Rassemblement national. Je pense qu'il espère beaucoup de choses. D'abord, il a espéré sauver son siège à Nice. Je pense que là, c'est fait. 2, il espère sans doute peut-être être ministre demain si le Rassemblement national accédait au pouvoir. Et puis 3, il a sans doute espéré amener beaucoup plus de monde derrière lui. Et c'est peut-être là où il s'est pris les pieds dans le tapis, ou alors il a été d'un cynisme absolu. Mais enfin, peut-être qu'il a espéré qu'il y aurait plus de monde. L'histoire n'est peut-être pas totalement écrite d'ailleurs. En tous les cas, il a été face à un mur. De Gérard Larcher à Laurent Wauquiez, de Bruno Retailleau à Alain Marlex. Toute la direction de ce parti a fait front contre lui, c'est le cas de le dire. Et ça, ça a peut-être été la principale surprise d'Éric Ciotti, parce qu'il a entraîné personne, comme le disait Jean-Marie.
Et au fond, s'il avait envie d'aller au Rassemblement national, c'est ce que dit Bruno Retailleau, il pouvait le faire seul, mais il n'était pas obligé de prendre en otage les instances du parti et de s'enfermer dans le parti et de créer ce théâtre désespérant. C'est le modèle Prigogine. C'est-à-dire, au moment de marcher sur Moscou, il s'aperçoit que les généraux ne sont plus là, ils ne sont pas avec lui. Donc il est tout seul et c'est fini. Attendez, là, c'est la parce même chose. que peut-être qu'il a... Alors vous deux, qui avez écrit un livre sur la guerre, Fillon-Copé, c'est de la gnognotte à côté. C'est la guerre des boutons, j'ai dit, moi. Non, là... Mais est-ce que, dans le fond, Carole, Éric Ciotti ne joue pas la carte des militants, des sympathisants contre, dans le fond, l'appareil? Alors, il y a évidemment ça, parce qu'on sait que les sympathisants LR ou les militants sont divisés. À peu près une moitié d'entre eux souhaiteraient un rapprochement avec le Rassemblement national. Donc, ils jouent bien entendu là-dessus. Et moi, je crois que tout ce qu'il fait là depuis lundi matin, puisque c'est lundi matin qu'on a appris ça, je crois, je crois que ça vise en fait à bordéliser totalement les choses pour... c'est vraiment une stratégie, à mon avis, qui est réfléchie. Enfin, d'abord, il annonce ça en étant toujours président du parti, ce qui a une valeur symbolique et qui donc peut brouiller les choses dans la tête des électeurs habituels mais ce qui est dingue, c'est que personne ne trouve les statuts pour qu'il soit débarqué du... Il n'y a pas de statut. Ben non, mais alors c'est ça qui est... Alors on avait vu ça avec Bruno, effectivement, au moment de la guerre contre Fillon, où il y avait déjà... du flou dans les statuts. Il y avait du flou dans les statuts. Et là, manifestement, ils n'ont pas prévu la procédure pour éjecter quelqu'un qui se mettrait en dehors des règles, et surtout quand le président. Surtout le président. Mais moi, je pense que c'est une stratégie délibérée pour brouiller... Je suis d'accord. Les choses dans la tête des électeurs LR. C'est insinuer le poison. Parce que c'est symbolique qu'il reste président. Oui. Bien sûr, parce que la clé... Mais il a peut-être des troupes qu'on ne voit pas qui sont derrière lui. Je pense que c'est pas que symbolique. Des troupes invisibles. Ce n'est pas que symbolique, parce que sur le plan légal, c'est lui qui a la possibilité de mettre sur les bulletins de vote les affiches LR. Donc ce n'est pas que pour brouiller, c'est quand là il a il a un pouvoir. Il a l'étiquette. Si vous permettez, ce que je trouve, c'est que c'est hallucinant ce qu'il a fait, mais on a un autre président qui a fait quelque chose d'aussi hallucinant. Ce que je veux dire, c'est que ce mode de fonctionnement dans lequel il n'y a pas de contre-pouvoir, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau d'un grand parti comme les Républicains, ça me semble très, très, très problématique. Si j'étends un peu ma réflexion, je pourrais même dire... on a au moins une constitution. Non, mais... Il respecte la constitution. Mais là aussi, c'est le problème des LR. Mais le problème des LR, c'est que c'est un parti totalement vertical. C'est lui qui désigne absolument tout le monde. Vous vous en souvenez très bien quand c'était l'affaire Fillon-Copé. C'est le président qui désigne le secrétaire général, les membres de la commission d'investiture, le responsable de ci et de là. C'est pas le seul parti, Catherine. Non, exactement. Ce que j'allais dire, c'est que si on est... Je crois que vaguement, les Insoumis, c'est un peu comme ça. Non, mais non. Ce que j'allais dire, eux, c'est encore plus merveilleux parce qu'il n'y a même pas de statut. C'est tellement gazeux que, de toute façon, c'est Jean-Luc Mélenchon qui n'a... C'est plus pratique. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, le problème de ça, c'est qu'on a un défaut de vie démocratique qui, à mon avis... touche l'État, mais touche l'association bouliste du coin, le parti c'est le régime des associations. Pour les partis. C'est ce que je dis. Mais oui, c'est le régime. Donc c'est le régime des associations et on est dans un mode de fonctionnement qui n'est pas démocratique, bien souvent, et il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc ce type-là, en effet, il fait du symbole et il fait de la politique. Il ne fait pas que du symbole parce qu'il a un vrai pouvoir d'investiture. Et ça, les 80, il risque de les avoir. Mais bien sûr que c'est la clé. Donc il peut ramener, parce que son enjeu, c'est de ramener, comme vous l'avez dit Bruno, c'est de ramener la majorité au Rassemblement national. Quand il y a une étiquette officielle et un dissident à côté, c'est l'étiquette officielle qui l'emporte. Mais bien sûr, c'est clair. mais bien sûr. Oui, mais c'est pour ça que Annie Genevard, qui est présidente par intérim des LR, a, je crois, consulté les membres du Conseil national de manière à ce que la décision qu'ils ont prise d'exclusion
et que conteste Éric Ciotti sur des bases juridiques, de manière à ce que cette décision soit valide juridiquement. Le tribunal de grande instance est saisi, on va bien voir on ce qu'il en dit. on verra. Bon, on attend de voir. Le juge va demander les statuts. L'enquête est en Si je cours. peux dire un dernier Le tout juge va petit demander mot. à lire les Oui. statuts. Il y a un dernier tout petit mot, ce qu'il y a, c'est que c'est absolument affreux ce qui est en train de se passer au LR. C'est affreux notamment parce qu'en fait, je pense qu'il Ça compte partout, en fait. Non, mais il peut contribuer à apporter la victoire au Rassemblement national. Mais quand même, d'abord, si vous avez bien noté, Xavier Bellamy a expliqué que, évidemment, François-Xavier Bellamy. En cas de duel, hein. en cas de duel, il voterait pour le Ouais, Rassemblement alors. national. Donc, je veux dire, Oui, dans donc le la genre. porosité, elle est là. Non, mais dans le genre. Mais oui, Un c'est ça. amendement à ce que vous dites. C'est vrai que Bellamy a dit ça. Et d'ailleurs, ça rappelle la première manifestation du glissement d'Éric Ciotti vers l'extrême droite. C'est lorsqu'on lui avait demandé, mais Exactement. enfin, en cas de deuxième tour entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, qu'est-ce que vous faites? Il avait dit, je me désiste pour Éric Zemmour. Et là, vous avez Bellamy qui dit, je me désiste pour le Rassemblement donc en national. fait, Mais vous devriez écouter Florence Portelli, ancienne porte-parole On de François l'avait Fillon, comme invité. qui est maire, oui, et qui est vice-présidente, je crois. remarquable de clarté et de maîtrise de soi. Et dans sa clarté, elle disait, nous sommes indépendants. Donc on lui dit, mais en cas de face-à-face entre le Rassemblement national et la gauche, la gauche qui reste mélenchonisée, qu'est-ce que vous faites? Vote blanc. Elle reste cohérente. C'est chez nous avec qu'elle a cela. dit ça. Merci Jean-Marie de nous faire Et de la donc, oui, publicité. mais c'était absolument remarquable. On- Et donc, il y a des gens Ouais. solides chez les Républicains, il en reste. Alors, on va passer à Emmanuel Macron, quand même, qui a fait une conférence de presse hier. Il a beau dénoncer des alliances baroques, mais va-t-il sortir indemne du chaos qu'il a lui-même déclenché? On l'écoute. C'est le même dialogue qui doit être engagé avec peut-être des gens du Parti communiste, des Verts, du Parti socialiste, qui ne peuvent pas se retrouver dans cette alliance qui n'est même pas baroque, qui est indécente. Et je le dis parce que moi j'ai eu une pensée ces 24 dernières heures pour Léon Blum. Parce que s'il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, c'est Léon Blum, en pensant qu'on a appelé Front populaire une alliance électorale qui permettra de donner 300 circonscriptions à LFI. Voilà, donc Emmanuel Macron, oui, qui se fait commentateur lui-même du désastre qu'il a créé. Aujourd'hui, est-ce que c'est une... On n'a pas de psychiatre aujourd'hui sur le plateau, mais est-ce que dans le fond, Emmanuel Macron joue... Tout le monde l'a dit, on l'a dit et redit, joue ce coup de poker. Mais est-ce que, in fine, il pourra arriver, dans le fond, à avoir, si la gauche est en tête, de trouver dans le groupe Front Populaire un social-démocrate avec qui il pourra s'entendre? Est-ce qu'il joue ce coup-là aussi? Parce que c'est peut-être pas forcément le Rassemblement national. S'ils se mettent ce soir d'accord ou demain, le Front Populaire... C'est vrai que ça fait bizarre de dire le Front populaire. Il y a aussi cette option-là, parce qu'on est en train de dire Jordan Bardella, président, Premier ministre, etc. Mais il y a aussi l'option d'une gauche qui peut gagner. Les compteurs sont remis à zéro. L'élection législative n'est pas l'élection européenne. Emmanuel Macron espère qu'il n'y aura pas la même dynamique qu'il y a eu pendant les élections européennes. Il faut voir pour l'instant les premières enquêtes qui valent ce qu'elles valent, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être très méfiant. On n'a pas de liste encore. Parce que les estimations des sondeurs, les 3 qui ont été faites, ce sont des blocs. Donc bon, ce que ça vaut, ça montre quand même que le Rassemblement, que les Français ne semblent pas vouloir changer leur vote. En tous les cas, ils sont dans un vote de sanction vis-à-vis du pouvoir. C'est au moins ce qui ressort des études. Ouais. Le Rassemblement national Oui, mais est en est-ce tête que les dans les 3 50% études, de... mais la surprise... Dans le dernier, celui d'Elab pour la Tribune dimanche, montre que le bloc de gauche est quand même assez haut, 28, c'est 3 points de plus qu'en 2022. Ça dit quoi? Ça dit que les électeurs de gauche, même s'ils ne sont pas forcément d'accord avec Mélenchon, avec ce qui s'est passé pendant la campagne des Européennes, qui a été très très dur, globalement, ils veulent l'union et ils veulent avoir un choix. Ils veulent avoir ce choix. Donc ça part assez haut. Il y en a 2 blocs qui sont vraiment très hauts. Et celui qui paie pour l'instant l'addition, c'est le bloc Renaissance et ses alliés, qui est quand même 10 points derrière le bloc de gauche et qui n'est pas du tout en dynamique. Et ça risque d'être difficile. Voilà ce qu'on peut dire au début d'une campagne qui va être courte. On en est au 4e jour. Et ça va se jouer dans les télévisions. Et c'est pour ça que la question du leader, de celui qui pourrait être à Matignon, est importante.
Parce qu'elle va sans doute, à gauche, déterminer le choix de pas mal d'électeurs de gauche, notamment au Parti socialiste, chez les écologistes, moindre mesure chez les communistes, où là, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et sans parler des insoumis, qui entre eux sont quand même pas tous d'accord. Non, et puis quand même, c'est la liste de Raphaël Glucksmann qui a remporté le meilleur score à gauche. Mais je voudrais lire juste beaucoup à sa ligne politique. Oui, sur Slate justement, votre journaliste Laurent Sagalovic écrit à propos de Macron: ce pourrait être de la témérité, c'est juste un enfantillage, un pari adolescent qui permet d'enjamber la mauvaise séquence de son parti. Le président ne préside pas, il crâne comme ces caporaux qui, au lendemain d'une déroute militaire, remettent leurs galons en jeu, sûr que personne, au regard du délabrement des troupes, n'osera prendre le risque de les remplacer. Oui, c'est assez bien écrit. C'est bien tourné. C'est assez juste. Simplement, pour poursuivre ce que disait Bruno à l'instant, si calcul il y a eu de la part du président de la République, il y avait nécessairement le calcul que la gauche ne se ressoudrait pas. Oui. Et que compte tenu de la tonalité... Et compte Vous tenu pensez qu'il a oublié cette option-là compte totale compte tenu de la profondeur de ce qui séparait pendant la campagne des Européennes, disons, les mélenchonistes du reste de la gauche, notamment incarnés par Glucksmann, on ne pouvait pas penser que les choses se referaient, la défensive électorale prendrait le dessus. C'est d'ailleurs pas un front populaire, c'est plutôt un cartel des gauches, hein. C'est un cartel électoral uniquement défensif. Mais bon, et donc ce qui est raté dans la manœuvre d'Emmanuel Macron, qui a poursuivi dans son dessein de faire éclater la droite, Éric Ciotti aidant, la droite continue d'éclater, mais sur la gauche, il ne s'attendait pas à ce qu'elle se ressoude. Si elle se ressoude, ça change toute l'équation. Parce que ça renvoie Renaissance, comme le montrait Bruno tout à l'heure, c'est-à-dire les partisans d'Emmanuel Macron, ça les renvoie à la 3e place. Ouais. Dans un scrutin législatif uninominal majoritaire à 2 tours, la 3e place, c'est la place du mort. Vous n'avez de place que pour le premier. Vous n'avez de place que pour le premier et le second. Et donc vous risquez d'avoir des duels entre qui et qui? Entre l'extrême droite et une gauche restant mélenchonisée. Et donc là, ce n'est même pas la peine de discuter. L'extrême droite l'emporte haut la main et peut-être même avec une majorité absolue. Donc bravo Emmanuel Macron, parce qu'il donne il donne les clés à l'extrême droite, d'une part, sur le plan intérieur, et il réjouit, sur le plan extérieur, il réjouit Vladimir Poutine. Bravo. Alors un mot, Catherine. D'abord, objection, maître. Oui, objection, parce que amendement. Je ne crois pas que ce soit le cartel des gauches. Parce que si vous écoutez... Moi, j'ai écouté dimanche soir Manuel Bompard, qui est le leader donc, de la France insoumise. Il est arrivé en disant « C'est pas nous qui ne voulons pas l'union, c'est les autres ». C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient arrivés avec l'idée qu'il n'y aurait pas cette union. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé tout de suite, d'ailleurs, dès lundi soir. Tous les syndicats qui ont appelé à une manifestation. Donc, il y a les syndicats qui font pression, il y a les jeunes qui font pression. C'est-à-dire qu'en fait, c'est véritablement un front populaire, c'est-à-dire en fait quelque chose qui a submergé les appareils politiques. Populaire, il y avait des réformes, il y avait les congés payés. Les congés payés, voilà. D'abord, les congés payés ne faisaient pas partie du programme. Certes, donc, c'est ce qu'il il n'y a pas grand-chose là pour l'instant. Non, mais moi, je ne parle pas du programme. Il y a, d'après Jean-Luc Mélenchon, pardon, Catherine, il y a le retour de la retraite à 60 ans. Oui. Ça me ravit. Mais ce que je veux juste dire, le Front populaire, la référence qui a été mise en avant par François Ruffin, c'est que justement le Front populaire, ce n'était pas que des partis, c'était des partis, des syndicats, des associations, des collectifs d'artistes, etc. C'était plus de 60 collectifs qui s'étaient unis pour porter le Front populaire. Eh bien moi, ce que je vois là, ce qui est en train de se passer, peut-être parce que je suis un petit peu dans ce milieu, disons, de la gauche, je vois tous les appels, toutes les organisations qui sont en train de faire partout, les architectes, les artistes, les gens de la presse, etc., qui sont en train de s'organiser pour manifester leur volonté que ça ne devienne pas ça. Les profs dans les universités, enfin, il y a une espèce de mobilisation de la société qui va essayer d'empêcher l'arrivée du RN, et deuxièmement, qui a fait pression sur les appareils, parce que là, ça a tangué beaucoup, en fait. Hein. Ça ne s'est pas raconté. C'est pas terminé, d'ailleurs. C'est pas terminé. Si, je crois que là, c'est... Mais il y a toujours l'hégémonie de... Il y a une clarification, parce que c'est le point d'achoppement, quand même, parce qu'on a clamé hier que ça y est, la NUPES s'était reformée, le Front populaire s'était entendu, etc. Et puis, en fait, aujourd'hui, on apprend que ça a chopé quand même sur des points
points qui ne sont pas mineurs, qui sont effectivement quel rapport sur la question Israël-Gaza. Le Hamas est-il un mouvement terroriste ou pas? Et on se souvient que des députés insoumis avaient qualifié le Hamas de mouvement de résistance. Emmanuel Macron lui-même a dénoncé ce parti comme étant maintenant antisémite, antiparlementariste. Oui. C'est-à-dire en l'assimilant. Ça n'est pas faux. Non, mais voilà, je rappelle simplement. Et donc, il fallait une clarification là-dessus. Et ce d'autant plus qu'on a parlé de François-Xavier Bellamy tout à l'heure, qui a annoncé qu'effectivement, en cas de duel NUPES, enfin Front Populaire, Rassemblement National, il voterait Rassemblement National. Et comment a-t-il justifié cette décision? Il l'a justifiée en disant qu'il ne pouvait pas voter pour un parti antisémite, etc. Et c'est la raison pour laquelle, Fabien Roussel, le patron des partis communistes, a promis qu'il allait y avoir clarification sur ces sujets. Alors, on va écouter... Attendez, parce que c'est très important. On va écouter François Ruffin, parce que du coup, tout le monde, comme la chanson d'Aznavour, chacun se voit en haut de l'affiche. Et l'espoir, Front populaire, front d'espoir, comme titrerait notre ami Pierre Jacquemin dans sa revue. Donc, on écoute François Ruffin. Je m'en sens capable aussi, et si jamais il y a un consensus qui devait aboutir à un non, je suis prêt à prendre la place qu'on souhaitera pour transformer la vie des gens. Je suis capable maintenant, vous savez, je ne pense pas qu'on doit s'autonomer à quelque poste que ce soit. Voilà, donc s'autonomer, mais enfin je suis prêt. Mais voilà, je le fais quand même. Je m'autonome pas. Est-ce que... Mais dans le fond, comment on va considérer le 7 au soir mettons que si la gauche a le plus de sièges possible à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron doit-il choisir dans les rangs de chaque parti, ou il peut prendre qui il veut dans ce front de gauche? Alors, je vais répondre à votre question, mais d'abord, Rosine, avant le 7 au soir, il y a le 30 au soir et le 1er au matin. Moi, je pense que dans ce scrutin dans cette campagne ultra courte, le jour le plus important va être le lendemain du premier tour. Oui. Là, on va faire les comptes. Et on va voir qui se maintient, qui ne peut pas se maintenir. Il peut y avoir aussi de nouvelles configurations. Et c'est là qu'Emmanuel Macron va voir qui émerge comme potentiel le Premier ministre. Donc l'heure de vérité. Et le 8 au matin ou le 7 au soir, forcément, il y a un groupe qui sera le premier. S'il n'y a pas de majorité absolue, il y aura un groupe parlementaire qui sera le plus important, qui sera en mesure de constituer une majorité. Parce que c'est ça qui va compter. C'est quel est le groupe le plus important ? Qui est en mesure de constituer une majorité? C'est pas forcément le groupe le plus important. Et là franchement, aujourd'hui, c'est très difficile de dire. Mais il choisit qui dans ce groupe? Mettons que ce soit... La logique, c'est qu'il choisit la personnalité issue du premier groupe. Oui, mais dans cette première, il prend LFI, ensuite, il prend LFI. Ensuite, il doit aller former une majorité. S'il n'y a pas de majorité, parce qu'on va être... Si on n'est pas dans une majorité absolue, on va se retrouver dans une majorité relative avec un groupe qui va dominer ou pas de groupe qui domine. Et là, c'est pas du tout la même histoire. Oui, mais il y a une hypothèse. Très ingouvernable, la 4e dans la 5e. Non, mais il y a une hypothèse, je vous la fais rapide. Oui. Supposons que le RN est 250, que le Front de gauche est 220 et que la majorité actuelle est 180. Je ne sais pas si ça fait 500, mais bon. Ça fait plus. Mais en tout cas, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que celui qui a 250, qui est le premier groupe, n'est pas forcément... Là, c'est pas le premier groupe, parce que le problème, c'est qu'ils vont être divisés en plusieurs groupes. C'est ça la difficulté, Catherine, avec le Front populaire. Ils n'ont pas tous voté pareil pendant la législature. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que celui qui serait premier, par exemple le RN, n'est pas en mesure d'obtenir la confiance sur le nom de n'importe lequel issu de son groupe. Ça veut dire qu'il est possible que ce soit quelqu'un qui ne soit pas... que le Premier ministre soit quelqu'un qui soit un point de consensus possible entre Macron, le Front de gauche et... Oui, mais moi, ma question, elle était si le Front de gauche, Jean-Marie, si quelqu'un y voit clair dans cette pièce, si le Front de gauche arrive en tête le 7, Emmanuel Macron
En dehors de ce que vous, effectivement, vous commencera avez par développé... demander à quelun issu du oui, groupe... mais de qui ce choisit groupe, dans le front de gauche? Il commencera par demander à une personnalité d'essayer de former un gouvernement. C'est la tradition et c'est la logique. C'est la lecture de la cinquième. Mais cela dit, il ne faudrait pas oublier Oui, quelques éléments de base. Ouais, mais À savoir, d'une part, que vous ne convaincrez jamais un certain nombre de citoyennes et de citoyens de voter pour cette gauche-là si elle continue à faire l'impasse sur les questions gravissimes qui ont été réévoquées tout à l'heure par Carole, c'est-à-dire antisémitisme, statut du Hamas et ainsi de suite. Même physiquement, ça n'est pas possible compte tenu du choc éprouvé par celles-là et ceux-là. Donc vous n'y arriverez pas. Voilà. Et c'est pour cela d'ailleurs que le secrétaire du Parti communiste a tout de suite dit, mais pour moi, le Hamas est un groupe terroriste, pour moi, etc. Heureusement, mais je veux dire, c'est pas Mélenchon qui va incarner cela, ni quelqu'un des siens de la France insoumise. Donc, Ruffin, ça peut être Ruffin. Il faut tenir compte de cela, premier point. Deuxième point, vous n'obtiendrez pas en 3 semaines que l'opinion se dédie. L'opinion a massivement voté pour l'extrême droite. Non, mais il y a l'abstention, Jean-Marie. Elle a massivement voté pour l'extrême droite, d'une part, et elle continuera de voter pour l'extrême droite et de manifester la même chose. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. C'est l'extrême droite qui sera en situation, dans la meilleure situation. Et pour lui faire barrage, il aurait fallu quoi? Il aurait fallu pouvoir réunir des gens du centre-gauche, des gens du centre, des gens du centre-droit, c'est-à-dire que le bloc central se constitue. Or, il a éclaté. Non seulement il n'a pas réussi, mais il a éclaté. Ce qui s'est reconstitué, et le legs d'Emmanuel Macron dans cette affaire, c'est un face-à-face entre 2 extrêmes, une extrême droite et une gauche prisonnière toujours de l'extrême gauche. Donc c'est cela, et c'est ça qui est terrible, et il n'y a pas d'issue pour le moment à cela, sauf d'autres échéances électorales, une fois passé le délai pour le président de redissoudre, puisqu'il aura 1 an devant lui. Alors, moi je dirais même plus, c'est même plus un moment de clarification, c'est le moment où les vérités sortent de terre, en quelque sorte. Et en ce qui concerne le Rassemblement national, sur le plan économique, on entend déjà... je vais vous faire écouter Philippe Ballard ce matin sur les retraites. Écoutez. On va, je pense, demander, quand Jordan Bardella sera installé à Matignon, un audit des finances publiques. Mais elle sera abrogée. Ça, c'est... Voilà. Et remplacée par une autre réforme Par une autre réforme qu'on prendra le soin de mettre... qu'on travaillera en fonction du résultat de l'audit des finances publiques. Voilà, enfin, l'audit, il a été fait par oui. Mais ce qui est quand vous voulez faire avaler aux gens que vous ne suivrez pas la promesse faite, vous faites un audit et ensuite vous dites regardez. Mais alors, et pourtant Bardella a dit qu'il renoncerait à l'abrogation immédiate de la réforme des retraites. Et Marine Le Pen à TF1, elle l'a dit un peu en chuchotant, mais elle a quand même dit je connais les contraintes budgétaires, a-t-elle dit. Oui, non, mais ils sont déjà personne ne l'a relevé. Il faut commencer. Vous savez, c'est comme la montgolfière. Pour qu'elle décolle, à un moment, il faut quand même lâcher quelques sacs de sable. Sinon c'est comme Chirac qui disait on se fait élire et on verra après. Le programme en 2022, Emmanuel Macron l'a rappelé hier, a été pricé, comme on dit, chez les financiers à 100 milliards. Voilà, aujourd'hui, 100 milliards, je sais pas où on les trouve pour financer tout ça. Donc après, elle aura beau jeu de dire on m'empêche de le faire, mais bon, ils vont être obligés de revoir. C'est l'objet de ce qui se passe en ce moment entre d'une mise au point d'une plateforme économique entre les équipes de Bardella et ce qui reste des équipes de Ciotti pour essayer de faire un programme économique. Notamment, il voudrait y voir figurer, Ciotti, des réductions, des économies budgétaires, pour afficher des économies budgétaires, tout en maintenant une partie du programme, et notamment la baisse de la TVA, qui est la grande affaire de Marine Le Pen, mais qu'il va quand même falloir financer. Très, très cher. 10 milliards, tout de suite. Tout de suite, 10 milliards à poser sur la table si elle veut le faire. Oui, donc il faut qu'ils commencent à bosser sérieusement le sujet. Alors la seule question qui vaille, oui, effectivement, et personne ne peut répondre à cette question, qui va l'emporter le soir du 7, pardon. Personne n'a la réponse sur ce plateau. C'est un peu le brouillard londonien. En tout état de cause, Emmanuel Macron, pourquoi alors je disais tout à l'heure qu'on n'était pas psy, mais pourquoi il prend ce risque d'avoir les 2 extrêmes de chaque côté? C'est quand même la question primordiale. Pourquoi il fait ça alors que on est à la veille des Jeux Olympiques? L'été arrive, des risques de manifestation. Parce que si l'extrême gauche l'emporte, il y aura les extrémistes de droite dans la rue et vice-versa. Donc il y a des risques déjà sécuritaires.
Qu'est-ce qui lui a pris ? C'est surtout quand on voit le résultat que la liste de Valérie Hayé a obtenu, effectivement, ça paraît encore plus dingue. Oui, mais ma question, c'est pourquoi il fait ça ? Écoutez, moi, je dois dire que comme je ne vois pas de raison vraiment, rationnelle, parce que effectivement, on a l'impression que c'est moi ou le chaos, ou comme le disait Jean-Marie, qui prend le risque que le jeu se joue entre deux extrêmes. Il anticipe une situation qui allait se dégrader. Oui, enfin... Oui. Il a dit quelque chose dans sa conférence de presse qui était éclairant. Mais moi j'ai un truc à dire. Dans sa conférence de presse, il nous a éclairé sur son choix. Il dit « Je ne veux pas de Marine Le Pen en 2027 ». Il dit en 2027. Il ne veut pas du reste. Donc ça veut dire qu'en gros, il espère les avoir maintenant et que ça va les disqualifier pour 2027. Oui, ça, c'est un calcul. Oui, mais c'est un pari très risqué qui ne s'est jamais avéré. Pour gagner la cohabitation, il faut s'appeler François Mitterrand, et pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas prouvé, et par ailleurs, je veux dire, c'est quand même extrêmement... avec tout ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les outils de la Ve République qui donnent un pouvoir de dingue à celui qui est à la tête de l'État. Franchement... Enfin, pour autant, Lionel Jospin n'avait pas remporté les élections lors de la cohabitation avec Chirac. C'est tout à fait vrai, mais on peut penser qu'il y a eu quelques erreurs, je dirais, d'un ordre second. Prendre le risque de mettre l'extrême droite au pouvoir pour 3 ans, en espérant qu'ils vont se disqualifier et tomber. Ça fait aussi partie de la psychologie du président, et qui, bien sûr... Oui, mais ça peut pas... Mais si, parce que c'est quand même... valoir absolution, quand même. C'est quand même quelqu'un qui, au fond, n'accepte pas l'échec. Il n'a jamais voulu, en 2022, prendre acte du fait qu'il avait une majorité relative. Et après tout, ça n'est pas infamant d'avoir une majorité relative, mais il aurait dû, à ce moment-là, proposer des coalitions en bonne et due forme. On sait qu'il n'a jamais voulu le faire. Je vais vous dire un truc. Il aurait dû le faire en 2022. S'il n'avait pas dissous dimanche dernier, après quand même un revers majeur sur cette élection, il sauve la 2e place de 3 fois rien. Beaucoup se seraient interrogés sur le fait, mais pourquoi il dissout pas ? Pourquoi il tire pas les leçons ? Il pouvait annoncer dissoudre en septembre. Moi, je suis pas d'accord, mais je mets dans la donner du temps de retourner au peuple, c'est pas... C'est moins grave que la situation créée aujourd'hui. Et puis surtout, moi, je crois qu'il a voulu devancer la censure, parce que la censure, elle était dans toutes les têtes, et elle était programmée, en gros, pour septembre ou octobre. Donc, la censure aurait pu déboucher sur une dissolution. Mais à ce moment-là, la responsabilité de la dissolution eût été celle des opposants, et pas la sienne. Donc ça changeait complètement la donne. Il a voulu prendre tout le monde de vitesse, parce qu'il avait ça en perspective. Oui, mais il a enjambé 2022, il n'a pas fait de campagne présidentielle en  2022, et là, il ne fait pas de campagne législative. Ça fait 2 fois qu'en fait, il pense pouvoir gagner. Là, il fait une campagne, là. Non, 3 semaines. Là, il voulait la faire. Pardon, 3 semaines, Catherine. Il a parlé 2 heures. Mais ce sont ses propres troupes qui ne veulent pas. Mais 3 semaines, ce n'est pas le temps pour faire incuber, pour mener un débat public. Non, mais c'est pas vrai. Donc, il enjambe les deux. Il n'a pas une pratique démocratique. Merci. On attend Véronique Reissoul qui va nous éclairer sur les réseaux sociaux et en quelque sorte l'état d'une partie de l'opinion. Bonjour ma chère Véronique. Bonjour Roselyne. Donc effectivement, ce qu'on disait, c'est une blitzkrieg, une opération, enfin un scrutin, une élection éclair. Les Français réagissent comment sur le web ? Eh bien écoutez, pour suivre au jour le jour, on a lancé un indicateur. Donc j'invite nos téléspectateurs à aller regarder pour savoir tout ce qui se passe tous les jours. En allant sur notre site, ils ont des données qui seront mises à leur disposition. Et pour aujourd'hui, je vous ai sorti... ne serait-ce que le chiffre qui correspond au volume du nombre de messages qui parlent des élections législatives. 208 000 messages sur une journée. On peut se dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Si, c'est beaucoup. Pour vous donner une idée, une semaine avant une élection normale, le nombre de messages qui parlent de l'élection, c'est à peu près 70 à 80 000 par jour. Donc on peut dire que les Français sont quasiment passionnés par ce sujet. Le deuxième, c'est de se dire finalement qui sont les partis dont on a parlé le plus. Alors, on a fait des temporalités qui sont tous les jours parce que, voilà, ça change minute par minute. Mais grosse surprise, le parti dont on parle le plus, là,
depuis. C'est les Républicains. Enfin, ce sont les Républicains, pardon. Après le Rassemblement national, suivi de la France insoumise et de Renaissance. Et quand on regarde les Républicains, là encore, vous pourrez aller sur l'index et cliquer. Vous êtes devenus tous des champions des émojis. Et donc, on vous a sorti à chaque fois les 3 émojis par parti qui sont associés dans la journée. Eh bien, les Républicains, figurez-vous, quels sont les émojis? Tada! Eh bien, le premier, c'est au secours, c'est urgence. Le deuxième, c'est un clown. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. Et le troisième, intéressant, c'est on applaudit, on dit que c'est bien. Donc, ça résume assez bien. Et vous le savez maintenant, les émojis, ça résume pas mal. Et donc, ça permet d'aller vite pour comprendre ce qui se passe. Donc, vous pouvez aller voir tous les jours, ça remis à jour toutes les 15 minutes. Alors, comme on a le clown, je me suis dit, tiens, on va aller regarder qu'est-ce qui fait tant rigoler. Je dois vous dire que j'ai eu du mal à vous faire une petite sélection. Alors, je vous ai gardé celui-ci qui dit direct et Ciotti, toujours en fuite après avoir volé les 2 principales reliques des Républicains, le pain au chocolat de M. Copé et les costumes de M. Fillon. Et allons-y. Alors, on pourrait dire, bon, on rigole bien, mais je vous ai entouré ça. Tout à l'heure, je vous ai dit 208 000 messages. Ça, c'est quand les gens parlent. Là, c'est quand les gens regardent. Et donc, ça abîme l'image. Et non seulement ça abîme l'image, mais là, regardez, c'est 1,2 million. Vous savez que les algorithmes font que quand une vidéo est beaucoup reprise et beaucoup vue, eh bien, elle est plus poussée. Alors là, je l'ai fait sur X, sur TikTok, c'est carrément un sujet. Donc, globalement, au-delà de la blagounette, voilà. Alors, autre blagounette que je vous ai gardée, parce que c'est celle qu'on voit le plus repris, c'est tout ce qui rappelle ces scènes d'anthologie du Parrain. Mais oui, voilà, des images exclusives de M. Ciotti au siège des LR. Mais là où on a... Donc là, on est à 1,5 million. Mais là où on pète les scores, comme dirait l'autre, c'est quand on regarde, dès qu'il y a allusion GIGN, Ciotti et Madame Pécresse. Alors là, normalement, c'est un gif animé. Je ne vais pas vous le montrer comme ça, mais je vous invite à aller regarder. C'est Madame Pécresse qui arrive et qui va sortir Monsieur Ciotti de son bureau. Oui, ça arrive, Flore est là, voilà. Et là... 4,8 millions de vues, et voilà. Donc c'est pour vous donner une idée de l'ambiance en soi. Alors après, quelquefois, la fiction dépasse la réalité. J'entends par là que là, on voit bien que les internautes se sont amusés en disant, après plusieurs sommations, c'est finalement Valérie Pécresse qui arrive au siège LR pour y dégager M. Ciotti, exit le GIGN. C'est une fiction. Je vous montre ce que donne la réalité, des trucs complètement lunaires. Et je peux vous dire que derrière, les internautes se sont lâchés la fameuse vidéo. Mais oui. C'est la vraie musique, hein. Oui. C'est la vraie musique, c'est la vraie vidéo. Voilà, ça a été posté par Monsieur Ciotti sur son compte X. Oui, il a posté ce matin. Ah ouais, c'est une musique un peu dramatique. Dramatique. Alors, si vous voulez, si un peu Flore a le Armageddon, courage de le repasser sans remettre le son, mais regardez bien, Monsieur Ciotti va donc... Monsieur Ciotti est en train de sauver la France, c'est ce qu'il annonce depuis son bureau. Regardez bien, les internautes, eux, ils l'ont bien vu, ils ont adoré cette séquence, qui est donc une vraie séquence. Eh bien, donc, il n'y a rien sur son pas d'ordinateur, pas de papier, pas de crayon, c'est un bureau vide, il va nous sauver. Et attention, qu'est-ce qu'il sort comme arme? Un téléphone. Voilà son téléphone, il va nous sauver, c'est trop bien, les internautes ont adoré. Donc voilà. Ah, merci Véronique pour ce petit moment de bonheur. Et du côté de la gauche, alors, comment on réagit? Alors, du côté de la gauche, évidemment, vous en avez largement parlé, c'est pas encore calé, mais là, c'est autre chose. Il y a un héros qui est en train de sortir, un vrai héros plébiscité par tous. Voilà, quand on a 5 minutes, il faudra quand même revenir sur le boulot de Ruffin, qui en quelques heures a lancé le Front populaire, ringardisé Glucksmann et remobilisé toutes les forces de gauche, au point où c'est devenu tellement un héros que regardez les images que l'on partage de cet homme, si beau, si fort. Voilà. Quel est le héros qui a réalisé ça? Il débarque de la Somme, il appelle à arrêter les conneries, il élabore un Front populaire en une nuit, il l'isole et fait fuir Glucksmann, un homme, un beau, musclé. Tatoué et musclé. Ça a été repris. Maintenant, on va quand même se calmer par rapport à l'influence de ce genre de choses. Je ne vous l'ai pas entouré, mais 22 000 vues, on n'est pas non plus sur un raz-de-marée par rapport Ciotti est largement vainqueur. Ouais, on va dire qu'au vu, oui. Donc voilà. Et puis après, il y a donc là, on a parlé du héros. On a ceux qui s'en sortent un peu plus mal. Sandrine Rousseau avoue être prête à tout pour gagner, même à s'allier avec M. Quatennens, condamné pour violence conjugale et défendu jusqu'au bout par ses camarades insoumis. Elle est aussi féministe que je suis, licorne vendue, Front populaire, bref, des noms d'oiseaux qui circulent. Donc on voit bien que c'est pas si simple que ça. Et on parle peu de Renaissance, du coup. Alors si, on en parle. Alors,
On a d'abord parlé d'une photo, j'imagine que vous en avez entendu parler, c'est la photo officielle de l'Élysée qui racontait un peu l'envers du décor. Cette photo, elle a été partagée, repartagée, repartagée. Alors, dans ce que les gens ont retenu, c'est les visages des uns et des autres qui ont l'air de vivre un bon moment. Je crois que celle qui a été la plus commentée est Madame Braun-Pivet, où beaucoup de gens ont commenté son air, elle est là sans être là, voilà. L'autre point qui a été largement commenté, c'est cette petite horloge gentiment posée, discrètement. Et qui est toujours là. Et donc il y a des tas de gens qui disent oui, c'était pas spécial. Ben oui, c'est un peu l'histoire depuis le début. Il y a toujours son horloge et c'est toujours lui qui l'a. Donc ça a été beaucoup commenté. Et puis l'autre sujet derrière qui a été commenté, eh bien, c'est ce sentiment de précipitation, à commencer par les tracts de la majorité, qui ont été pas mal commentés. Je vous laisse regarder le bas du recto. On y va. Qui pour gouverner 30 secondes. Oui, qui pour gouverner. Mais en fait, les gens posent une question importante. Vas-y, Flore, et après, on y va. Vas-y, Flore, vas-y. Elle ne le fait pas. Bon, ben c'est le pauvre à faire son père pour gouverner, voilà. Mais au verso, c'est ça. C'est le verso, voilà. Et il y a l'approvisionnement. Et voilà. Et en fait, on voit qu'il y a quelques petites fautes. Bien sûr, ça peut arriver, mais quand on est sur le tract du Premier ministre, on peut se poser la question. Et donc, les Français en ont déduit qu'ils ne devaient pas être au courant et que tout ça se passe dans une forme de précipitation qui empêche les uns et les autres de relire. Et merci Flore, c'est bon, c'est fini. Voilà, Flore Simon qui est en régie, que je remercie. Merci Flore. Merci à vous tous et merci à toute l'équipe technique.